Bonjour, dans ce nouveau numéro de TLM dédié à votre santé, nous allons nous consacrer à la génétique et plus précisément au diagnostic de maladies génétiques et chromosomiques. Et c'est au sein du service de génétique du CHU de Lyon que nous nous rendons. Bonjour professeur Damien Sanlaville, nous sommes ici au sein du service de génétique du CHU de Lyon. Pour commencer et se faire une idée de ce qui se pratique ici, où on mélange les aspects biologiques et cliniques, pouvez-vous nous présenter la diversité de votre activité? Oui, donc vous êtes au sein du service de génétique du CHU de Lyon et nous avons donc une activité mixte clinico-biologique avec une partie laboratoire où on fait de la cytogénétique, on étudie les chromosomes, une partie biologie moléculaire où on étudie les gènes et une partie clinique où on voit les patients pour essayer de faire un diagnostic, améliorer la prise en charge et, dans la mesure du possible, trouver un traitement. Et la génétique est une discipline en grande évolution et donc elle est forcément couplée à une activité de recherche importante. Comment se compose votre clientèle ou plus exactement votre patientèle? Alors on a une patientèle qui est très diverse, puisqu'en fait nous allons du fœtus, où quand le fœtus a des anomalies, par exemple à l'échographie, on demande un avis génétique. Ce qui est le plus connu par exemple, c'est la suspicion de trisomie 21. On va essayer de dépister en diagnostic anténatal une trisomie 21. On a une grosse patientèle d'enfants en fait, qui nous sont adressés pour des troubles du développement, un autisme, une déficience intellectuelle, des malformations par exemple cardiaques, mais on voit aussi des adultes, par exemple, qui ont des maladies vasculaires ou alors des prédispositions, en particulier à des cancers et le cancer du sein en particulier. Alors ici, vous pratiquez à la fois du dépistage de masse et du diagnostic individuel de maladies rares. Pouvez-vous nous expliquer plus précisément? Le dépistage est en fait détecter dans la population des personnes qui sont à risque de développer une maladie. Par exemple, le plus connu, c'est la trisomie 21. Il y a le dépistage de la trisomie 21 et on va essayer de trouver parmi les femmes enceintes celles qui ont une probabilité plus importante d'avoir un fœtus, donc un enfant porteur de trisomie 21. Le dépistage, ça, c'est une probabilité. Le diagnostic, c'est une certitude, c'est-à-dire qu'on va étudier le gène ou les chromosomes pour la trisomie 21 et voir avec une certitude, 100%, est-ce qu'il y a une trisomie 21 ou pas de trisomie 21. Donc on est entre de la probabilité et de la certitude. Pratico-pratique, comment un patient arrive jusqu'à vous? Alors c'est une très bonne question. Les patients arrivent souvent après une longue errance diagnostique. C'est-à-dire qu'on traite essentiellement des maladies rares et d'ailleurs nous avons des centres de référence, un centre de référence sur les anomalies de développement et sur les maladies vasculaires. Et les patients ont vu plusieurs médecins, ont eu plusieurs examens et on n'arrive pas à trouver le diagnostic. Et ils arrivent après un long parcours en génétique où on va pouvoir identifier une maladie. Est-ce que maladie génétique veut forcément dire maladie héréditaire? Alors c'est une question qui se pose souvent parce que quand on dit génétique, on passe à transmission et d'ailleurs quand on fait une consultation, on pense toujours à l'arbre généalogique et rechercher des antécédents. En fait, une maladie génétique, c'est une maladie où il y a une anomalie, soit au niveau de nos gènes, soit au niveau de nos chromosomes. Mais cette anomalie, elle n'est pas forcément héréditaire, ça peut être un accident au moment de la conception. Donc les deux peuvent exister, mais fréquemment, ce sont des maladies génétiques mais qui ne sont pas héréditaires. Ici, dans le service de génétique des Hospices civils de Lyon, on consulte des médecins tous polyvalents. Les biologistes sont plus au fait des techniques, tandis que les cliniciens sont davantage impliqués dans la prise en charge médicale et le suivi des patients. Bonjour professeur Edry, pouvez-vous nous expliquer le cheminement typique d'un patient depuis son accueil en consultation? Les patients sont le plus souvent adressés par des collègues, médecins, hospitaliers ou extra-hospitaliers. Plus rarement, ils viennent d'eux-mêmes après avoir vu plusieurs médecins, spécialistes éventuellement. Les motifs de la consultation sont extrêmement variés. Souvent, il s'agit de poser un diagnostic. La première consultation est une consultation longue. Une fois que le diagnostic est posé, il faut l'annoncer. Ce temps d'annonce diagnostique doit être effectué préférentiellement avec une psychologue. C'est un moment particulier dans la vie des patients et de leur famille. Toutes ces questions sont délicates dans la mesure où il s'agit de pathologies d'une très grande rareté, parfois unique. Alors vous vous intéressez également au diagnostic biologique, plus particulièrement par la recherche. Pouvez-vous nous expliquer comment et nous citer quelques exemples? Alors, le diagnostic des maladies rares en contexte hospitalier se fait au laboratoire de diagnostic hospitalier. Le laboratoire de recherche vient comme appui simplement pour valider la pathogénicité des mutations identifiées au laboratoire hospitalier. Par exemple, dans le domaine de l'épilepsie, on peut étudier l'effet de mutations dans un modèle cellulaire ou un modèle animal. De même, dans les malformations congénitales, ces deux systèmes peuvent permettre de confirmer
et préciser la pathogénicité de certains variants de l'ADN. Damien Decran a rencontré une patiente qui a accepté de nous raconter son histoire et en quoi le diagnostic posé à l'HFME l'avait aidé. Reportage. Léna a 5 ans et demi. Depuis 1 an maintenant, elle est diagnostiquée comme souffrante du syndrome de Kabuki. Une maladie rare qui se caractérise par de nombreux symptômes cliniques. Pour Léna, une malformation cardiaque ainsi que des troubles alimentaires et auditifs. Des symptômes qui sont apparus relativement tôt. Léna a 15 mois lorsque le service génétique de l'hôpital Femme-Mère-Enfant évoque la piste Kabuki. Un long parcours médical va pourtant être nécessaire pour confirmer le diagnostic. Une fois que le diagnostic a été posé, il a fallu avoir confirmation. Donc le docteur Putou a prélevé a fait une prise de sang de Léna. Et c'est parti donc à un laboratoire de Belgique. Et ils ont examiné le gène principal du Kabuki qui est revenu négatif. Après, ils ont examiné le deuxième gène qui est revenu négatif. Et on a participé à un projet de recherche où on pouvait faire un exome. Et là, ils ont étudié tous les gènes. Et le premier gène du Kabuki est revenu positif. Et là, on l'a su. Léna avait 4 ans et demi. Une longue attente, mais enfin le soulagement de pouvoir mettre un nom sur la maladie de Léna. À ce moment-là, un soutien psychologique leur a été proposé, mais c'est au travers d'une association consacrée à cette maladie rare qu'ils ont trouvé le soutien nécessaire pour appréhender et vivre la maladie de Léna au quotidien. Il y a une association depuis 2004 sur le syndrome de Kabuki, donc on y a adhéré peu de temps après qu'on l'a su. Et aujourd'hui, je suis la secrétaire et je participe activement parce que j'ai l'impression que ça fait avancer les choses. Et ça nous aide au quotidien pour les familles et pour la recherche. Et le fait d'être dans l'association, donc toutes les années il y a un rassemblement des familles. Donc nous, ça nous permet de voir d'autres familles dans le même cas que nous, d'autres enfants. Donc on peut voir un peu l'évolution, les points qu'ils ont en commun, les trucs différents. Et de nous, de parler avec des personnes dans le même cas que nous, ça nous fait beaucoup de bien parce qu'ils nous comprennent vraiment sur tout ce qu'on vit au jour le jour. On se sent normal, une famille normale. Si la maladie n'est pas dégénérative, Léna est tout de même suivie régulièrement par tous les services de médecine, des visites de contrôle mais aussi de prévention. Une bonne prise en charge qui permet à Léna d'évoluer de manière positive. Ici, on recherche notamment des mutations génétiques chez les enfants présentant des troubles du neurodéveloppement, c'est-à-dire dans des cas d'épilepsie, de déficience intellectuelle ou encore d'autisme isolé. Alors bonjour Gaëtan Lesca, que propose un service de génétique moléculaire au sein d'un hôpital pédiatrique? Alors un service de génétique moléculaire propose des analyses génétiques correspondant à différents types de maladies. Dans l'hôpital dans lequel nous sommes, qui est l'hôpital Femme-Mère-Enfant, c'est surtout des analyses pédiatriques. Et un service comme le nôtre est particulièrement spécialisé dans le domaine des déficiences intellectuelles, épilepsie, autisme, enfin ce qu'on appelle les troubles du neurodéveloppement. Très concrètement, comment se réalise cette recherche? Donc cette recherche est effectuée à partir de l'ADN des patients, qui provient le plus souvent des globules blancs, donc extraits à partir du sang. Et à partir de cet ADN, on va utiliser différentes techniques qui permettent d'apporter différentes réponses. Et la technique principale étant le séquençage, qui permet d'étudier de nombreux gènes de façon simultanée. Jusqu'à récemment, on étudiait les gènes un par un, ce qui était très fastidieux. Et maintenant, on peut étudier les gènes par plusieurs dizaines, par plusieurs centaines, voire dans quelques années, probablement l'ensemble du génome humain chez les patients. Présents sur le marché depuis quelques années, des tests génétiques permettent aujourd'hui le dépistage des trisomies 13, 18 et 21 à partir d'une simple prise de sang maternel. De l'ADN fœtal circulant est extrait et analysé. La technique repose sur une quantification du matériel chromosomique pour mettre en évidence un excès d'ADN pour le chromosome 21, mais l'objectif n'est pas d'analyser l'ensemble du génome du fœtus. Est-ce qu'aujourd'hui, un test sanguin, en l'occurrence le DPNI pour dépistage prénatal non invasif, peut-il être une alternative à l'amniosynthèse ? Alors, malgré sa très grande fiabilité, supérieure à 99%, le test sur l'ADN libre circulant dans le sang maternel est un test de dépistage.
Tout résultat positif doit être vérifié par un karyotype fœtal, c'est-à-dire une photographie de l'ensemble des chromosomes. Donc ce karyotype est le seul moyen d'avoir une certitude diagnostique et va rechercher notamment la présence d'une trisomie 21. Pour cela, il faut faire un geste invasif, donc comme le prélèvement de liquide amniotique, encore appelé amniosynthèse. Ce geste est parfaitement maîtrisé par les obstétriciens qui suivent les grossesses, mais il comporte un risque de fausse couche de l'ordre de 0,5 à 1%. Comment ce DPNI, qui d'ores et déjà est proposé par des laboratoires privés comme Alpigène, Biomnis, est-il mis en place au sein d'un service hospitalier? Comment se positionne la consultation de génétique médicale à l'HFME? Le DPNI a été mis en place aux Hospices civils de Lyon depuis fin 2015. Il est encadré par les équipes d'obstétrique et de génétique. Et ce service est donc proposé aux patientes qui sont suivies aux Hospices civils de Lyon et dans les laboratoires qui ont une convention avec les Hospices civils de Lyon. Alors, professeur Sanlaville, vous bénéficiez d'ores et déjà au sein de votre service de toutes les technologies de pointe. Vous disposerez bientôt de la plateforme Oragène. Néanmoins, vous avez encore des besoins non satisfaits. Si demain, les Lyonnais pouvaient vous aider à travers la Fondation Hospice Civil de Lyon, quelles seraient vos priorités? Alors nous souhaitons tout d'abord répondre aux besoins des patients, en particulier des associations qui demandent de diminuer l'errance au diagnostic. Le gouvernement a mis en place un plan qui s'appelle France Médecine Génomique, pour lequel il met en place 2 plateformes pilotes de génomique. La région Auvergne-Rhône-Alpes a été retenue dans ces 2 projets pilotes. Ces projets vont nous permettre d'avoir une meilleure connaissance du génome, mais il va falloir des études cliniques pour valider les résultats obtenus. Et là, nous avons vraiment besoin de la Fondation HL et des dons qui pourront être donnés pour que nous puissions valider et rendre service aux patients. Merci beaucoup, professeur Damien Sanlaville, de nous avoir accueillis et d'avoir répondu à toutes nos questions. Notre émission touche maintenant à sa fin, donc nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous remercions bien entendu tout le service de nous avoir accueillis et nous vous retrouverons avec plaisir le mois prochain pour un nouveau numéro de Votre Santé. La première mission des hôpitaux publics est une mission de soins et à Lyon, nous avons la chance qu'ils l'assument très très bien. Pour autant, les attentes des patients vont bien au-delà des simples traitements. C'est la raison pour laquelle la Fondation Hospice Civil de Lyon finance des projets qui ne peuvent être couverts par les fonds de la Sécurité sociale. Et ceci pour améliorer l'accueil, le confort, l'accompagnement des patients et accélérer des projets de recherche. Inscrivez-vous dans la tradition de générosité des Lyonnais pour leurs hôpitaux, donnez ou faites un legs à la Fondation Hospice Civil de Lyon.